soir, ils sont, vous êtes 900 000 en France, 900 000 chômeurs de longue durée à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an. 900 000 personnes à qui Pierre Bérégovoy a promis d'ici octobre un emploi, une formation ou un travail d'intérêt général. Le plan de mesure a donc été accéléré et présenté ce matin au Conseil des ministres. Marie-Claire Thiers. La NPE va recruter 440 agents supplémentaires et une centaine de vacataires pour proposer un entretien individuel aux 900 000 chômeurs de longue durée. Le ministre du Travail, Martine Aubry, veut ainsi renforcer le plan de lutte mis en place en janvier dernier. Plus de 160 000 entretiens ont déjà été réalisés pour aider les chômeurs, en examinant leur situation personnelle, à trouver soit un emploi, soit une formation, soit un travail d'intérêt général. L'assistance ne permet pas aux gens de reprendre confiance en eux, de rentrer sur le marché du travail. L'activité leur permet de le faire et nous comptons développer ces activités d'intérêt général qui seront faites sous la forme d'un contrat de travail payé au SMIC avec une vraie fiche de salaire, une fiche de paye et donc un vrai statut de salarié dans des domaines qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Sécurité des citoyens, développement de tâches pour l'environnement, pour l'aménagement local, aide à l'accueil dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Toutefois, les chômeurs de longue durée en situation difficile, qui ne peuvent pas exercer une activité dans l'immédiat, bénéficieront d'un appui social individualisé. Le problème du chômage de longue durée n'est pas nouveau et des mesures ont déjà été appliquées, mais dans certaines régions, cela n'a pas changé grand-chose. C'est le cas à Écaudin, dans le Nord, où 20% de la population est sans emploi depuis au moins un an. Et vous allez le voir, le plan Bérégovoy suscite des espoirs mitigés. Sur place, Marie-Hélène Tichou et Hervé Gutmann. Pour les jeunes d'Écaudin, la ville est synonyme de chômage. Il y a 10 ans, Écaudin a perdu la sidérurgie avec la fermeture d'Usinor et a perdu 3000 habitants. La mairie a embelli la commune, a créé une zone industrielle, pour l'instant vide. Monsieur le maire est un peu désarmé, mais il y croit. À partir du moment où on jouerait le jeu de la formation par les stages, mais que ça débouche sur un emploi, là voilà la solution. La bonne solution, la bonne formule. C'est pas du rêve? Or, actuellement, en forme, peut-être pas comme on le souhaiterait, mais ça ne débouche nulle part. On n'a pas d'entreprise à proximité. Je suis convaincu qu'il est préférable d'avoir des demandeurs en stage de façon à leur créer une forme d'activité que d'avoir des demandeurs qui restent chez eux, à attendre et à se dégrader. Ici, chacun essaye de se débrouiller. Charles et Christophe sont employés à mi-temps pour un an par la mairie dans le cadre d'un contrat emploi solidarité. Christophe partira en septembre pour suivre une formation d'électricien. Charles, lui, n'y croit plus vraiment. J'en ai déjà fait 3, je crois que ça n'aboutit à rien du tout. Au contraire, on nous mettait là pour faire ce stage-là dans une branche et on était dans des autres branches. C'est-à-dire? Normalement, on était une fois on était dans le bâtiment, c'était pour le bâtiment, puis on s'est retrouvé comme électricien, dans les fleurs. Alors, Attendre, regarder les voitures, la place est le rendez-vous des jeunes. À Écaudin, un chômeur de longue durée sur 2 a moins de 25 ans. Azouz, lui, est étudiant. Cette semaine, c'est les vacances, alors il est là. J'ai pas le choix. Ou je fais des études ou alors je suis chômeur, simplement. C'est la réalité, un gars qui va pas à l'école, systématiquement, il va se retrouver au chômage. La NPE est dans la ville d'à côté, à Denain. Ici, quand on est chômeur, on l'est plus longtemps qu'ailleurs. Le niveau de qualification des demandeurs d'emploi est inférieur au niveau national, mais il progresse. L'année prochaine, sur le bassin, devrait s'ouvrir l'usine de Peugeot Fiat. Alors certains espèrent que leur rêve d'un emploi deviendra réalité. Autre dossier brûlant pour Martine Aubry, celui de Peugeot. Le bras de fer continue entre le gouvernement et Jacques Calvet. La direction présentait ce matin son nouveau plan social qui provoque cette fois le mécontentement des syndicats. Claire Sébastien et Philippe Jasselin. Pas de grande surprise ce matin au comité central d'entreprise, au siège du groupe Peugeot. La direction du personnel a présenté son nouveau plan social. Un plan qui vise au départ de 1427 personnes de l'usine de Sochaux en cours de restructuration. FO, qui souhaitait bloquer la mise en place du plan en réclamant une expertise comptable, n'a finalement pas joué les manœuvres dilatoires. Mécontentement général, à l'issue de 3 heures de table ronde, les représentants syndicaux s'estiment les premières victimes du conflit qui oppose le gouvernement à la direction de Peugeot.
Les anciens qui devaient partir dans le cadre de pré-retraite se trouvent aujourd'hui visés par un licenciement économique et partiraient donc dans des conditions plus défavorables. On considère que c'est inacceptable, que le bras de fer entre Martine Aubry et Calvet pour savoir qui va payer, eh bien les salariés ne doivent pas en faire les frais. Le plan sera présenté demain aux salariés de Sochaux. Un nouveau comité central d'entreprise aura lieu fin mai pour l'application définitive. Sur le terrain, les syndicats sont plus que jamais déterminés à mobiliser leurs troupes, même si pour l'heure, personne n'a lancé de mot d'ordre de grève. Les apparences sont parfois trompeuses. La France, souvent renommée pour sa grivoiserie, est le premier pays européen à se doter d'un arsenal juridique complet contre le harcèlement sexuel. Code pénal, code du travail et sanctions prévues en cas de chantage à l'emploi. Le texte est passé ce matin au Conseil des ministres. Anne Gouraud. Définition du harcèlement sexuel, pression exercée par un employeur ou un supérieur hiérarchique pour obtenir des faveurs de nature sexuelle. Un délit pris en compte par le Code pénal depuis juin 1991. Peine encourue, 1 an de prison et 100 000 francs d'amende. Avec ce projet de loi du Code du travail, le chantage à l'emploi semble désormais exclu, sans risque de dérapage pour autant, comme c'est parfois le cas aux États-Unis. Je limite la répression du harcèlement sexuel au cas où il est lié à un chantage, c'est-à-dire à une situation de dépendance économique du ou de la salariée par rapport à quelqu'un qui a l'autorité de lui monnayer, si je puis dire, son emploi, son renouvellement de contrat, sa rémunération, sa promotion. Le projet de loi met en avant la responsabilité indirecte de l'employeur. À lui d'avertir par exemple ses employés harceleurs des risques encourus. À lui de prendre des sanctions. Par ailleurs, la défense des salariés victimes s'organise. Toute punition à leur encontre concernant par exemple le salaire ou la promotion est interdite. En accord avec les victimes de harcèlement, les syndicats et les associations de lutte contre les discriminations sexuelles peuvent intenter un procès. Les actions d'information et de prévention sont confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Au total, 5 articles de loi visant à résoudre un problème qui touche à l'heure actuelle un Français sur 5 au travail. L'Europe de Maastricht agite décidément l'Hexagone et plus précisément les états-majors politiques. Après le Conseil national du RPR hier, c'était au tour des socialistes de se prononcer aujourd'hui. Et à droite comme à gauche, les dissonances sont nombreuses. Au PS, c'est Jean-Pierre Chevènement qui symbolise les anti-Maastricht, même si Laurent Fabius veut ce soir réaliser le consensus. Daniel Sportiello, Christian de Carnet. Assez ergoté, assez esquivé, assez joué. 6 jours avant le débat parlementaire sur la révision constitutionnelle et donc sur Maastricht, l'état-major socialiste a estimé qu'il était temps de resserrer les boulons, tous derrière le président. Et pour marquer le coup, aucun ministre directement concerné ne manquait à l'appel. Le comité directeur avait d'ailleurs pour l'occasion été élargi aux parlementaires. Jean-Pierre Chevènement et ses amis peuvent donc continuer à afficher leurs différences anti-Maastricht. Laurent Fabius a été clair. C'est un oui franc à Maastricht que les socialistes doivent prononcer. Laurent Fabius répond donc discipline de parti quand le maigre front du refus chevènementiste réclame la liberté de conscience. Mais si Jean-Pierre Chevènement a décidé aujourd'hui de voter contre la résolution du PS relative à Maastricht, le jour du vote à l'Assemblée nationale, il pourrait en être autrement. Ce jour-là, Jean-Pierre Chevènement pourrait simplement décider de s'abstenir. Invité du 19-20, Philippe Seguin, député RPR et maire d'Épinal. Vous êtes surtout le chef de file des anti-Maastricht au RPR. Alors au PS, c'est Fabius contre Chevènement. Au RPR, c'est Juppé contre Seguin. Vous vous sentez bien ce soir dans votre parti? Non, c'est pas Juppé contre Seguin, c'est pas du tout... Ça n'a pas été tendre hier. Non, mais ça n'a pas été tendre, mais ça a été un débat comme il doit y en avoir dans un parti politique. Écoutez, nous sommes une démocratie. On nous raconte qu'il y a un divorce aujourd'hui entre la chose publique et les Français. Parce que les hommes publics proposent tous la même chose, parce qu'il n'y a plus de débat. Pour une fois qu'enfin, il y a un vrai débat, un débat important sur l'avenir de la France, un débat qui engage notre pays, et que ce débat semble réussir à se nouer, à se développer, on ne va pas s'en plaindre. Alors il y a des problèmes au sein du Parti socialiste, eh bien c'est bien, il faut que les gens débattent. Nous, au sein du RPR, nous avons débattu. Alors je reconnais, je constate qu'il y a des gens pour qui la liberté de parole, le débat, c'est une nouveauté. Bon, il faut qu'il s'y fasse.
C'est ça la démocratie. C'est comme ça qu'on réconciliera demain les Français avec la chose publique. Si je vous comprends bien, ça veut dire que même si vous n'êtes pas d'accord avec Alain Juppé ou avec Jacques Chirac sur Maastricht, vous n'envisagez pas une seconde de quitter le RPR? Pas une seconde, pas une seconde. Parce que si on doit se séparer chaque fois qu'on est en désaccord, on va se séparer souvent. J'ajoute que la politique, c'est le débat. Et le débat doit avoir lieu. Alors, vous êtes opposé à Maastricht, vous restez au sein du RPR. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans votre opposition à Maastricht? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à vous associer avec Jean-Pierre Chevènement pour créer un front du refus? Bon, non, nous ne constituerons pas un parti politique, un mouvement. Nous resterons, lui et moi, dans la famille politique à laquelle nous appartenons. Nous avons, avec Jean-Pierre Chevènement, de très grandes différences politiques. Cela étant, j'ai pour lui une grande estime. J'ai beaucoup de respect pour son courage. Et puis, je constate, c'est vrai que nous sommes, dans des partis différents, des gens à avoir une même conception de la République. Je veux dire par là, une même conception de la République pour laquelle nous sommes prêts à combattre ensemble, c'est vrai, mais pour pouvoir nous combattre à l'intérieur. Alors revenons à l'opposition, vous avez été très virulent contre Valéry Giscard d'Estaing hier. Non, je n'ai pas été virulent, j'ai simplement cité M. Giscard d'Estaing. C'est tout de même pas ma faute si les propos que je citais de M. Giscard d'Estaing étaient des propos virulents. Est-ce que vous n'avez pas peur de mettre en danger l'union de l'opposition? Oh, pas du tout. C'est ce qu'on vous reproche, c'est ce qu'Alain Juppé vous reproche. Je suis si peu de choses, vous savez, que pour mettre à moi tout seul en danger l'union de l'opposition, vous savez, il faudrait vraiment, enfin pour soutenir cette thèse, exagérer. Non. L'union de l'opposition, elle est une nécessité. Pour autant, l'union, ça ne doit pas se faire sur la négation des réalités, des spécificités. D'ailleurs, j'ai en matière d'union de l'opposition, si j'ose dire, la même conception qu'en matière d'Europe. Il faut faire l'union, mais en respectant la diversité, parce que c'est de la diversité que l'union tire sa richesse. Alors Philippe Séguin, sur le fond, sur l'Europe de Maastricht, malgré les prises de position d'Alain Juppé, malgré les prises de position de Jacques Chirac, vous ne changez pas d'avis? Pas du tout, non. J'ai ma position et je la conserve. D'ailleurs, cette position n'a rien de très original. C'est la position qu'a arrêtée le RPR en 1990. C'est moi qui n'ai pas changé d'opinion. Toujours sur le fond, vous êtes contre l'Europe de Maastricht ou vous êtes contre l'Europe tout court? Absolument. Je vous remercie de bien poser le problème en ces termes. C'est vrai que le débat est très réducteur. Mais il faut tout de même bien s'expliquer. Si je suis contre l'Europe de Maastricht, ça ne veut pas dire que je suis contre l'Europe. Cela veut dire que je suis pour une Europe qui n'est pas celle de Maastricht. Quelle est l'Europe de Maastricht? Quelle est l'Europe qu'on nous prépare? C'est une Europe à finalité fédérale, technocratique et libérale. Et moi, je veux... Pardonnez-moi, mais si vous m'avez fait venir, c'est pour vous dire ce que j'en pense. C'est pas pour vous répéter ce qu'en pense Madame Veil ou ce qu'en pense Monsieur Bérégovoy. Je crois qu'ils ont eu d'autres occasions de vous l'expliquer. Alors, pardonnez-moi de vous donner mon avis. Pardonnez-moi de vous donner mon avis. Je vous répète que pour ce qui me concerne, je considère l'Europe de Maastricht comme étant une Europe à finalité fédérale, libérale et technocratique. Et ce que je veux pour ma part, c'est une Europe d'abord rendue à ses véritables dimensions. Parce que l'Europe, moi, qu'on m'a apprise quand j'étais à l'école, c'est pas une Europe réduite à 12 pays. Cette Europe de 12 pays, c'est un héritage de Staline, c'est un héritage de Yalta. Il y a en Europe centrale, en Europe orientale, des pays qui se sont libérés et qui font partie de l'Europe. Je veux donc une Europe rendue à ses véritables dimensions, une Europe démocratique, c'est-à-dire assise sur les nations. Or, seules les nations sont garantes de démocratie. Une Europe plus sûre, avec un système de sécurité, et une Europe où progressivement les acquis de la communauté européenne soient étendus à l'ensemble du continent. Philippe Séguin, je vous remercie. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que Philippe Séguin pense de l'Europe, je vous conseille de lire son livre « De l'Europe en général et de la France en particulier ». Et c'est au Préauclair, écrit avec Marie-France Garot. Et l'Europe, c'est aussi la crise politique et économique qui secoue l'Allemagne sur fond de grève du secteur public. Helmut Kohl doit en effet faire face à la succession très mouvementée d'Hans-Dietrich Genscher. Reportage en Allemagne du correspondant d'Antenne de FR3, Philippe Rochaud. Monsieur Genscher ne pensait pas qu'en donnant sa démission de ministre des Affaires étrangères, il allait provoquer une de ces crises politiques que jusque-là il s'efforçait d'éviter. Une crise qui ternit un départ qui se voulait pourtant clair et net. Avec son accord et celui de la direction du Parti libéral, c'est Madame Adam Schweitzer, ministre du Logement, qui devait prendre sa succession. Mais les députés du Parti libéral ont exigé un vote qui a désavoué la direction des libéraux. 63 voix pour M. Kinkel, jusque-là ministre de la Justice, contre 25 seulement à Madame Adam Schweitzer.
M. Kinkel, qui va prendre la direction de la diplomatie allemande, est sans doute d'une autre envergure. Ancien chef des services secrets, protégé de M. Genscher, il est reconnu à l'étranger. Mais les têtes du parti, dont M. Genscher, se trouvent désavouées. L'affaire éclabousse aussi le chancelier Kohl, pris au piège d'une crise sociale particulièrement dure. Aujourd'hui, 200 000 grévistes ont bloqué les postes, 2 millions de lettres attendent, le ramassage d'ordures ne fonctionne pas et ça bouge dans la métallurgie. L'affaire de la succession Genscher gêne le gouvernement pour régler la crise sociale que traverse le pays. Cette crise politique est un camouflet pour le chancelier Kohl. Elle prouve que la coalition gouvernementale n'est plus contrôlée. Le chancelier lui-même n'arrive qu'en 9e position dans les cotes de popularité des hommes politiques allemands. En Afghanistan, rien ne semble pouvoir arrêter les combats dans la banlieue de Kaboul. Le dernier bastion fondamentaliste est bien tombé à l'aube, mais les affrontements se poursuivent entre factions moudjahidines. Et face à cette situation, le gouvernement provisoire se réunit mais n'intervient pas. Marie-Odile Pagnès. Quelques échoppes ouvertes dans le souk, des marchands qui ressortent leurs étalages, de rares bus pris d'assaut. Aujourd'hui, Kaboul osait timidement reprendre vie. Mais la peur des affrontements et des pillages restait plus forte que l'espoir et la plupart des magasins gardaient encore le rideau de fer baissé. Pourtant, cette nuit, le ministère de l'Intérieur, le dernier bastion des fondamentalistes avec Matyar, est tombé. Et les partisans de Massoud et de ses alliés contrôlent maintenant le centre de la capitale. Les alentours, les combats se poursuivent toujours. Tirs de roquettes, pilonnage, qui contraignent des milliers d'habitants à la fuite. Au sud-est de la capitale, dans les quartiers où s'étaient réfugiés des militants fondamentalistes, les opérations de ratissage menées par les milices ouzbeks ont semé la terreur parmi les populations. Le chaos et la violence, au lendemain de son installation, le gouvernement provisoire a bien du mal à asseoir son autorité dans le pays. À l'extérieur, en revanche, le président du Conseil, Moidjahididi, bénéficie d'une large reconnaissance. Il accueillait aujourd'hui le premier visiteur officiel du nouvel État afghan, le Premier ministre pakistanais. Comme aux délégations qui suivront, Moidjahididi ne demandera qu'une chose, de l'aide pour reconstruire le pays. Retour en France avec une randonnée en montagne qui a tourné au drame. 2 adolescents sont morts de froid. Une jeune fille a pu être sauvée in extremis dans le massif du Sancy. Surpris par une tempête, ils sont morts d'hypothermie. Pascal Saut, Yvon Bodin. Sur les pentes du Sancy, il y avait le brouillard, il y avait la neige, il y avait le vent soufflant en rafale. Emmanuel et Philippe n'ont pas pu y résister. Et quand les secours ont découvert Karine au pied de ce pic, la température de son corps était de 28 degrés. Les autres membres de l'expédition avaient pu rebrousser chemin quelques centaines de mètres plus bas. Ça a changé très vite, le temps, très vite. Et il faisait moins beau que maintenant, il y avait des nuages, certainement. Mais je ne pouvais pas penser ça. Vendre plus de 100 km/h, c'était affreux. Les conditions de l'accident restent ce soir mystérieuses. Le groupe de 4 jeunes était équipé de vêtements chauds, de barres vitaminées. Ils avaient subi plusieurs mois d'entraînement avant ce raid auvergnat. À Verrières-le-Buisson, c'est la consternation. La mairie organisatrice du raid parle de fatalité, comme pour souligner que les conditions de sécurité étaient irréprochables. Il y avait 27 jeunes qui étaient encadrés par 23 adultes, dont parmi eux un médecin et une infirmière diplômée qui étaient recrutés spécialement pour l'opération. Mais le raid vert, c'était d'abord une course, un défi entre jeunes, et selon le témoignage d'Olivier, le groupe de Karine voulait à tout prix l'emporter. La fatigue, c'est la course, et ils ont voulu gagner. Et ils nous ont doublés, ils ne nous ont pas attendus, ils sont partis tout seuls. La gendarmerie de la Bourboule est chargée de l'enquête. Tous les membres du groupe devaient être rapatriés ce soir en car. FR3, notre chaîne est aussi au centre de l'actualité. La Marche du siècle va diffuser ce soir un document exceptionnel sur l'église de Scientologie. Une jeune femme a en effet filmé pendant plusieurs semaines le parcours d'une adepte de l'église en caméra cachée, noir et blanc. L'église de Scientologie a demandé l'interdiction de diffusion du reportage. L'affaire est passée cet après-midi au tribunal des référés à Paris. La Marche du siècle a finalement été autorisée à diffuser ce document au nom du droit à l'information et parce que ce reportage ne porte pas atteinte à la vie privée, aucune personne filmée n'est en effet reconnaissable. Avant de retrouver Jean-Marie Cavada en duplex des studios de la Marche du siècle, un extrait de ce reportage, un exemple de test qu'un adepte subit au bout d'un mois au sein de l'église de Scientologie. Le document a été réalisé dans de telles conditions qu'il faut parfois tendre l'oreille. Regardez. Retrouvons Sophie, scientologue depuis maintenant plus d'un mois et demi. Elle a déjà dépensé 35 000 francs.
Après 12h30 d'audition dianétique, après 25 heures d'audition scientologique, le superviseur des cas, qui surveille et compose le travail des étudiants, lui propose de suivre un cours intitulé Training Objectif. Prix 4500 francs. Ce cours, lui dit-on, est indispensable pour devenir un bon scientologue. Je vais répéter la question d'audition. Est-ce que les poissons nagent? Oui. D'accord. Est-ce que les poissons nagent? Ah oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que les poissons nagent? Oh, tu peux me répéter la question 10 fois, moi je peux répondre 10 fois. Hein. Je vais répéter la question d'audition. Est-ce que les poissons nagent? Oui. D'accord. Est-ce que les poissons nagent? Non. D'accord. C'est-à-dire que j'ai appris par des intonations de voix, par des regards, par des gestes physiques, à contrôler quelqu'un d'autre et à le diriger là où je souhaite, moi, qu'il aille. Alors Jean-Marie Cavada, vous allez donc finalement diffuser ce document ce soir. Qu'est-ce qui en ressort de si important pour que l'Église de Scientologie ait tenté de vous empêcher de le diffuser? Les motifs de la partie adverse, puisque nous sommes dans une procédure judiciaire, et vous vous imaginez bien que je ne me hasarderai pas à les qualifier, je ne les connais pas. Mais ce que contient ce reportage, c'est de l'information, et strictement de l'information vérifiée. Quelle information? Eh bien d'abord, ce reportage montre la mécanique de recrutement de ceux qui veulent ou acceptent de devenir adeptes de cette secte qui s'appelle l'Église de Scientologie. Et puis ensuite, il y a les différentes étapes d'approche, les étapes psychologiques, les étapes matérielles, de semaine en semaine. Et puis surtout, et c'est probablement une des premières fois, et surtout on entend beaucoup parler d'argent dans cette affaire. D'abord de petites sommes, puis des sommes que beaucoup considéreront comme moyennes, voire importantes, et d'autres enfin que des spectateurs pourront juger extrêmement importantes dans la mesure où ça peut correspondre à un salaire d'un cadre pendant un an par exemple, pour suivre entre guillemets un certain nombre, je dirais, de leçons. Voilà sans doute pourquoi ce reportage contient une information extrêmement révélatrice et il nous semble être de notre devoir de dire aux citoyens de ce pays ce qu'il se passe à l'intérieur, d'autant plus que de nombreuses affaires judiciaires sont en cours sur ce sujet de l'intérieur. Ça ne relève pas d'une curiosité malsaine, mais d'un regard sur ce que la justice elle-même est en train de regarder. Et je suis reconnaissant à la fois à la chaîne de son appui juridique et d'autre part à la justice de notre pays d'avoir rappelé le droit à l'information quand il ne contrevient pas aux formes que la loi a prévues. Merci Jean-Marie Cavada. Vous pourrez donc voir ce document dans la marche du siècle à 20h40 sur la 3. Du cinéma pour terminer avec un clin d'œil de Robert De Niro. Pour la première fois, il produit un film, il joue aussi dedans le rôle d'un producteur. Hollywood Mistress brosse une galerie de portraits assez dure du 7e art américain. Le célèbre acteur américain, justement, présentait son film à Paris. Michel Vial et Hervé Pozzo l'ont rencontré. They're only making this to put their girlfriends in it. How about a scene where Beverly gets chained to a bed and someone stabs her to death? This is fun. What did interest you in this script? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire? I think of it also more. Je crois que c'est une sorte de comédie dramatique, un peu dans le style des films italiens. Vous savez, ces films qui ont un réel sens de la comédie et en même temps un penchant pour le drame, presque macabre d'une certaine façon. The script is going to need some changes. What you have here is a very, very dark, morbid script. I actually kind of liked it. But it's going to roll over and die as soon as it hits the market. On sent un regard donc à la fois ironique et critique sur le monde du cinéma, mais aussi un regard plein de tendresse. Vous savez, tous ces gens qu'on montre, au fond, on a une vraie compassion pour eux. Ce n'est pas du paternalisme, mais un vrai sentiment d'affection. On les aime pour leur naïveté, pour leur obstination. That's right. I'm fucking both your investors. So don't fuck with me. C'est le cinéma, Robert De Niro, qui a donné un sens à votre vie. Oui, j'aime le cinéma, c'est sûr, et j'aime travailler dans tous ces domaines d'activité. Je prends vraiment du plaisir à ce que je fais. C'est vrai, tant que je suis jeune et assez fort pour travailler, j'aime être actif. Fin du 19-20, soir 3, c'est à 22h15 avec Marc Hautement et dans quelques secondes la météo complète de Florence Klein. À demain 19h, bonsoir.